Je pense qu'il y a une éthique de la mise en scène. Quand on est en face d'artistes qui se donnent et qui proposent au plateau et qui vont aller même chercher des choses qui peuvent être parfois assez bousculantes, on a une responsabilité de maintenir un cadre dans lequel les interprètes ne s'abîment pas. Pour moi, déjà dans ma formation en tant que comédienne, à l'école, ça a été très important pour moi d'être dans des cadres sains, en tout cas voilà, de ne pas se faire malmener par des metteurs ou des metteuses en scène. Et je pense que ça, c'est une des principales responsabilités. Quand on mène un projet et quand on demande à des artistes de se donner au plateau, on est responsable de ça. Ça, pour moi, c'est un mot très important, l'éthique. Donc oui, je vais dire qu'il y a une éthique. Pour moi, l'éthique rime avec respect, finalement. C'est le respect de son travail, c'est le respect de l'autre, et finalement aussi la conscience de ce qu'on raconte. Il y a certains sujets qui sont extrêmement difficilement supportables. Pour moi, il y a une chose qui est fondamentale à l'intérieur du travail, c'est la question de la joie. C'est vraiment un facteur qui est fondamental, que j'aime à instiller dans toutes les équipes et qui, pour moi, doit aussi se ressentir au plateau, pendant les représentations. J'ai l'impression que ça, c'est une forme de guide qui est aussi important que la qualité théâtrale de ce qu'on peut produire et que cette éthique, voilà, elle doit se ressentir à travers à la fois une générosité dans le travail, mais aussi à beaucoup d'autres endroits, sur des questions de transparence au niveau des rémunérations, de l'organisation du travail. C'est un métier de pouvoir, la mise en scène, à mon sens, et donc quand il y a pouvoir, il y a nécessité de l'encadrer et de pouvoir avoir une éthique aussi. Alors là, sur ce chantier, Marie-Pierre Bureau va faire l'intervention liminaire, comme pour les autres, et ensuite il y aura une chose un peu particulière, une présentation de la Bibliothèque nationale de France. Ils vont arriver un petit peu après et vous allez présenter l'étude qui a été faite sur l'histoire des femmes dans la mise en scène en France. Je laisse la parole à Marie-Pierre. Oui, alors moi, dans l'atelier responsabilité, il s'est dit beaucoup de choses. Donc j'ai choisi de faire un petit focus sur la question de la diversité qui a été beaucoup débattue dans ces ateliers. D'une certaine manière, c'est un sujet qui fait ciment. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous remarquerez que je file la métaphore de la truelle. Alors, à chaque fois, je vais énoncer une mesure et puis je vais vous l'expliciter le plus rapidement possible. La première mesure proposée, c'est intégrer des quotas pour favoriser la diversité dans les distributions et équipes artistiques en prenant en compte des critères ethno-raciaux, d'origine sociale et de diversité des corps et des genres, tout en évitant l'assignation identitaire. Si je vous le fais court, tout le monde faisait le constat que ça manque de diversité dans les salles et qu'une clé pour faire plus de diversité dans les salles, du côté du public, ça serait de faire plus de représentativité sur les plateaux. Tout le monde nommait des dangers qui étaient des dangers d'assignation identitaire, d'essentialisation des personnes, mais tout le monde faisait aussi le constat que sur la question de la parité, tant qu'on n'avait pas compté, ça n'avait pas progressé. Donc il fallait compter. En insistant pour qu'on ne compte pas seulement sur des questions ethno-raciales, mais qu'on prenne vraiment en compte l'origine sociale des personnes dans la diversité, et puis la diversité des genres dans une approche non binaire. Jusqu'à là, ça va, il y avait une sorte de consensus. C'est après que les ennuis commencent. C'est sur quelle base on compte, en fait. On refait des cartes d'identité avec les personnes qui se déclarent comme un tel, une telle. C'est de l'autodéclaration des personnes. Et là, ça devient assez complexe. Et puis, après, venait une autre idée, en général, dans le débat, c'était, mais ça signifie quoi, la diversité, si elle se résume à un comptage de personnes sur des plateaux. Et en général, se disait, la diversité, elle fait sens si on pense à une diversité des imaginaires. C'est-à-dire que là, on allait du côté des droits culturels, plutôt, non pas penser la culture, mais les cultures, et donc possiblement revoir deux choses. Les questions de diversité à tous les échelons, c'est-à-dire dans les comités d'experts, par exemple, dans les lieux, dans les équipes, etc., évidemment chez les tutelles.
Et puis, forcément, revoir les critères de sélection des projets aussi. Parce que si on garde toujours la même grille, on arrive toujours à la même culture nommée dans les ateliers comme culture dominante. Voilà. Ça, c'était un étage de réflexion. Et en général, les personnes dans les ateliers se posaient tout d'un coup de qu'en est-il de la diversité dans nos propres équipes et notre sens de l'inclusivité aussi. Alors là, tout à l'heure, Thierry Teboul a mis une grosse mine à l'idée de compagnonnage, mais c'est souvent exprimer le besoin de compagnonnage et de mentorat pour les jeunes artistes, parce qu'il y avait l'idée aussi d'inclure des plus jeunes, et les artistes issus de la diversité, en nommant que c'était un secteur très codifié et que quand on n'avait pas les codes, c'était pas simple d'y rentrer et que il fallait comme ça apprendre ces codes d'autres personnes et que d'ailleurs ces métiers n'étaient pas très attractifs pour les personnes de milieux sociaux défavorisés et qu'il fallait aussi rassurer là-dessus. Et puis enfin, ça a été cité tout à l'heure, mais côté diversité a souvent été évoquer la question des artistes associés et nommer la nécessité de mettre en place des véritables statuts d'artistes associés, c'est-à-dire pas un mot bannière un peu flou, mais y inclure des questions de durée et des questions de participation à la décision dans les choix de programmation, dans les choix que font un lieu. Et puis la possibilité qu'il y ait des artistes associés dans les structures de programmation, mais aussi dans les collectivités territoriales. Il y a un groupe à Marseille qui a travaillé sur faire un projet là-dessus, que finalement les artistes soient toujours associés aux décisions de politique culturelle qui les concernent au premier chef. Voilà, et puis avec l'idée d'une rotation souhaitable entre les artistes associés, avec une sorte de constat que c'était toujours un peu les mêmes, en tout cas le ressenti de ça, et qui, avec un véritable statut, il faudrait imaginer que ça tourne mieux. Voilà ma petite synthèse de la diversité. Je me sens... Stéphane. Marie-Pierre, merci. Non, on est là. On était en coulisses en train de se reposer un peu, mais on enchaîne tout de suite avec la BNF et qui va vous faire un exposé court, rapide et qui doit vous inciter à, je vais faire un peu de promo, à acheter le numéro de la revue d'histoire du théâtre consacrée à l'histoire des femmes dans la mise en scène en France. Voilà. À vous. Bonjour, alors on a plusieurs fois entendu au cours de l'après-midi, on ne va pas vous refaire l'histoire, mais nous on est historiens. Et d'ailleurs on a raté notre entrée, donc voilà, ça le prouve. Avant tout, nous tenons à remercier Cyril Legris, président du syndicat national des metteuses en scène, de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre travail. Merci aussi à Stéphane Fievet, qui a fait le lien entre les assises et notre recherche. Nous allons vous présenter en quelques minutes le chantier de recherche intitulé « Pour une histoire des metteuses en scène » que nous avons co-dirigé, Joël Hudevol et moi-même, sous l'égide de la Société d'histoire du théâtre. Ce chantier comprend 3 volets. Tout d'abord, le numéro 299 de la Revue d'histoire du théâtre, qui est paru en novembre dernier. Il s'ouvre avec une préface de Julie Deliquet et réunit 17 articles sur le sujet. Ces articles sont suivis d'un entretien avec Ariane Mnouchkine et d'un autre avec Hélène Sixou. Le volume est abondamment illustré, mais il faut savoir que les images ont parfois été difficiles à trouver, car les femmes sont très rarement photographiées en train de mettre en scène. Ce volume peut être commandé en ligne sur le site de la Société d'histoire du théâtre. Deuxième volet, 5 podcasts accessibles en ligne sur le même site. Les 5 femmes interviewées sont Brigitte Jacques, Anne Delbé, Anne-Laure Liégeois, Chantal Morel, Sophie Loukachevski. Enfin, 3e volet, un dictionnaire des metteuses en scène en ligne. Ce dictionnaire en est à ses débuts. Il ne contient aujourd'hui que 35 notices, mais d'autres sont en préparation et l'appel à contribution est toujours ouvert. Ce chantier est né de la volonté de la Société d'histoire du théâtre de rééquilibrer ses publications en matière de genre et de faire une place plus grande aux femmes. Des travaux sont depuis longtemps menés sur les actrices
mais peu de travaux historiques ont été réalisés sur les metteuses en scène. Les metteuses en scène d'aujourd'hui ne sont pas une génération spontanée. Leurs devancières ont tout simplement été occultées par l'historiographie. Cette nouvelle orientation de la Société d'histoire du théâtre a été donnée par Marcel Bozonnet et Clément Hervieux-Léger, qui se sont succédés à la présidence de l'association. Un autre élément à compter dans notre réflexion, le colloque sur le matrimoine de septembre 2022, qui a eu lieu au Centre dramatique national de Montluçon, dirigé par Carole Thibault, et qui s'intitulait « Traces et héritage, les créatrices au théâtre de 1970 à nos jours ». Ce colloque a été l'occasion d'une prise de conscience que les archives publiques comprenaient majoritairement des archives d'hommes de théâtre, à part peut-être pour les acteurs et les actrices pour lesquels la parité est mieux respectée. Les historiens étaient donc privés de sources concernant les femmes de théâtre et notamment les metteuses en scène et les autrices. Suite à ce colloque, de nouvelles orientations ont été prises au département des arts du spectacle de la BNF pour la collecte d'archives de metteuses en scène. En 2024, par exemple, sont entrées dans les collections les archives de Brigitte Jacques Wachman, de Michel Fournier, de Madeleine Loarn ou encore de Suzanne Bing, qui était la collaboratrice de Jacques Copeau. Par ailleurs, il nous a semblé nécessaire de stimuler la recherche et de lancer le chantier pour une histoire des metteuses en scène. Alors, nous allons maintenant vous présenter les premiers enseignements qu'on peut tirer des études menées. Le premier enseignement est une hypothèse de périodisation de cette histoire. On peut en effet distinguer 3 périodes. Sous l'Ancien Régime, la notion de mise en scène n'existe pas, mais on constate la présence de femmes de théâtre influentes à la tête de théâtres, de compagnies, qui jouent un rôle sur le plateau, dans la direction d'acteurs et dans la conception du spectacle, et qui écrivent des textes théoriques sur ce qu'on nommera plus tard la mise en scène. On peut citer Madeleine Béjart, Mademoiselle Clairon, Mademoiselle Duménil. La deuxième période s'étend de 1880 à 1950. À cette époque, il est difficile pour une femme d'être uniquement metteuse en scène, alors que les hommes le sont. Elles sont metteuses en scène tout en étant actrices, directrices de théâtre, autrices ou femmes dans l'ombre d'un metteur en scène. Dernière période, 1950-2006, les femmes peuvent être des metteuses en scène de plein droit, mais accèdent difficilement aux postes à responsabilité dans les théâtres et aux moyens de production. Elles sont invisibilisées dans le récit historique. Le volume se termine avec le rapport de Rennes-Pratt en 2006, qui ouvre une période de rééquilibrage. Deuxième enseignement, l'importance de nommer les metteuses en scène, comme l'affirme Julie Deliquet dans sa préface, et d'écrire leur histoire à travers des articles biographiques. Ainsi, vous trouverez dans le numéro les portraits des metteuses en scène suivantes: Sarah Bernard, Réjeanne, Cora Laparcerie, Louise Lara, Simone Jolivet, Vera Corren, Sylvia Montfort, Catherine Dasté, Catherine Monod. Au-delà du numéro est née l'idée du dictionnaire pour faire exister d'autres metteuses en scène dans l'histoire du théâtre. Troisième enseignement, on peut d'ores et déjà identifier des effets de génération dans la période récente. La génération des metteuses en scène actives des années 1960 aux années 1990 apparaît comme celle des électrons libres. Elles sont isolées et ne revendiquent pas d'action collective. Elles ont dû gommer leur genre pour réussir. Elles se présentent comme des artistes avant tout, qui disent avoir convaincu par leur travail. Elles ont un rapport ambigu au féminisme, auquel elles adhèrent pleinement, sans faire directement le lien avec leur propre situation professionnelle. Mais cette génération a préparé le terrain pour la suivante. La génération actuelle est moins confrontée à la concurrence des hommes. La différence de genre est beaucoup moins un problème. La nouvelle génération entre dans un monde de parité et non dans un monde d'hommes. Elle est plus solidaire, plus consciente de la nécessité et de la légitimité du combat pour un rééquilibrage. Et comme le dit Julie Deliquet dans sa préface, à nouveau, aujourd'hui, nous avons une place à inventer et non pas une place à prendre. Quatrième enseignement, la prédominance
des modèles masculins, y compris pour les femmes, comme Jacques Copeau pour Ariane Mouchkine, ou encore Antoine Vitesse, dont la présence est très forte comme un référent, parce qu'il a poussé les femmes à faire de la mise en scène, comme Brigitte Jacques ou Anne-Laure Liégeois. Mais on peut dire qu'avec la nouvelle génération, évidemment, des figures justement comme Ariane Mouchkine peuvent devenir un modèle. 5e enseignement, il est difficile d'aborder la question d'une esthétique féminine de la mise en scène. Le sujet, en effet, n'a pas beaucoup de sens. Mais en réalité, on constate que certains clichés ont la vie dure. Les femmes seraient plus sensibles à la mode et aux vêtements, et donc apporteraient un soin particulier aux costumes. Les femmes, quoi qu'elles le récusent, seraient assignées à des genres. Le documentaire, l'intime ou le théâtre pour enfants. En réalité, comme pour les hommes, c'est ce que montre le numéro, il y a une très grande diversité esthétique dans les mises en scène de femmes. Il y a d'ailleurs une très grande diversité de profils et de positionnements, y compris politiques. On trouve des metteuses en scène dans le théâtre privé, dans le théâtre public, à l'avant-garde ou dans des formes extrêmement conventionnelles, des metteuses en scène de gauche et des metteuses en scène de droite. Alors, ce volume est une première pierre et nous espérons qu'il stimulera d'autres travaux de recherche sur le sujet. L'idéal à atteindre demeure une véritable histoire mixte et équilibrée de la mise en scène, hommes et femmes réunis. Merci de votre attention. Merci beaucoup Joël et Agathe. Franchement, lisez cette revue, c'est passionnant. Merci beaucoup et le travail va continuer avec vous. La table ronde suivante nous rejoint et on attaque immédiatement ce chantier. Où on va traiter des notions d'égalité, principalement telles qu'elles ont été... vas-y Eva. Telles qu'elles ont été très largement saisies par les participants. On vient de parler de la question des femmes. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une forme de consensus dans les débats tels qu'ils ont été menés, ce qui ne signifie pas que les choses soient réglées, mais en tout cas, il y a, même dans les chiffres que nous avons, une amélioration qui nécessite qu'on creuse les vraies réalités, notamment en termes d'accès aux moyens de production. Et c'est aussi ce qu'a voulu faire l'association de soutien au théâtre privé avec Anne-Claire Gourbier, qui est sa déléguée générale. Et je vais être un peu cash, on ne s'attendait pas à ce que la STP fasse ce travail, et vous l'avez fait, donc bravo. Qu'est-ce qui a conduit la STP à se dire c'est un sujet où on doit dire quelque chose ? Merci de me donner la parole dans ce cadre et encore bravo pour l'organisation des assises. Eh bien, donc la STP, c'est une association qui est en fait un organisme de filière pour le théâtre privé. Il est financé par l'État, la ville de Paris notamment. Il collecte aussi une taxe sur la billetterie des spectacles. Et donc, vous l'avez compris, nous soutenons le théâtre privé, mais nous sommes vraiment sur un domaine qui est celui de l'intérêt général. Et donc, fort de ce constat, il nous paraissait tout à fait légitime et pertinent d'investir ce sujet. Nous investissons d'autres sujets aussi, d'ailleurs, comme la transition écologique, par exemple, et donc, bien évidemment, la question de la place des femmes dans notre champ, mais également des violences et harcèlements sexistes et sexuels, devait absolument être documentée et ne devait pas rester un impensé dans notre champ. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons publié en septembre dernier, en septembre 2024, la première étude sur la parité homme-femme dans le champ du spectacle théâtral privé. C'est une étude qui brosse un peu la place des femmes depuis la saison 2017-2018, donc avec un aspect de longitudinité dans le temps, et qui analyse la place des femmes sur, on va dire, tous les corps de métier, qu'ils soient artistiques, administratifs ou techniques. On voit qu'il y a des évolutions dans le temps. Alors, il y a eu un creux au moment du Covid. Là, la situation s'améliore.
En ce qui concerne les metteurs et les metteuses en scène, en particulier, on observe que 47% des pièces qui ont été données lors de la dernière saison qui a été observée, qui est la saison 22-23, ont été mises en scène par des femmes. Donc on peut se réjouir de ce résultat qui est quand même pas négligeable, même si bien évidemment nous savons qu'il faut mieux faire et qu'il faut bien évidemment utiliser et déployer des leviers pour à la fois améliorer les bonnes pratiques dans notre filière en matière de VHSS et dans la représentation des femmes dans le champ du théâtre privé. Donc je ne sais pas si c'est le lieu de présenter les actions. Non, une question. On y revient plus tard. Le document est consultable. Le document est consultable sur notre site astp.asso.fr. Voilà, vous avez une rubrique par entrée thématique qui effectivement détaille ce que nous faisons en matière de parité, de diversité et de VHSS. Et l'étude est disponible. Et je précise qu'on a présenté la substance de cette étude dans chaque édition des Assises au moment de la présentation de la partie chiffrée. Une question très rapide. Est-ce que le constat que vous avez fait vous pourrez conduire la STP à critériser autrement ces aides? Alors, en fait, nous avons déjà commencé à le faire. Depuis le 1er février 2023, déjà, sur l'axe VHSS, tous les adhérents doivent respecter un protocole de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, et ce protocole conditionne l'accès aux aides. Donc ça, c'est un premier point qui est assez fondamental. Et également, depuis 2023, nous bonifions l'aide à la création, qui est une aide qui est cofinancée par nos tutelles, la SACD et la STP, qui nous permet de décerner des aides à des jeunes auteurs de théâtre, des auteurs dits plutôt émergents, en tout cas des auteurs qui ont joué moins de 5 fois, et cette aide est bonifiée lorsque l'auteur est une femme. Voilà. On envisage bien évidemment d'aller plus loin et de déployer des leviers à la fois financiers et des leviers pour améliorer les bonnes pratiques, aussi bien dans le champ des VHSS que dans le champ de la parité. D'accord. Précisons que le SNMS, si je ne m'abuse, réfléchit à l'édition d'une charte de déontologie de la profession de metteuse ou metteur en scène, où ces questions-là dont ces questions font évidemment partie. Et donc vos travaux, la consolidation de tous les travaux qui ont été faits dans ce domaine sont évidemment les bienvenus pour la réflexion autour de cette charte. Thierry Seguin, qui est directeur du Centre national de création adaptée à Lorient. C'est bien à Lorient, je ne me trompe pas. Non, c'est à Morlaix. Voilà, j'étais sûr que je me trompais. C'est Morlaix. C'est en Bretagne en tout cas. Bon, Thierry a modéré une table ronde à Rennes consacrée à la question du handicap. Et ça nous paraissait fondamental de traiter ce sujet dans le champ général des assises. C'était une très belle table ronde. Et la question que j'ai envie on a le compte-rendu dans le rapport de cette table ronde, donc on peut s'y référer. Quand on a rediscuté après, on s'est dit, est-ce qu'il y a une convergence des luttes, en fait, sur la question des droits, puisque tu as toi-même, dans la discussion que nous avons eue en amont, fait un parallèle entre la question de la parité et celle de la prise en compte du handicap comme étant deux combats qui pouvaient s'auto-aider, d'une certaine façon, se mutuellement s'aider. Est-ce que c'est bien ça ? Moi, je travaille auprès d'artistes en situation de handicap depuis 1994 et j'ai vu des changements notables. Incontestablement, là, il y a eu la loi du 11 février 2005 qu'on fêtera bientôt. Mais depuis une dizaine d'années, cette aspiration à plus d'égalité homme-femme a fait bouger et effectivement la cause des artistes en situation de handicap sur scène. C'est comme si une discrimination en avait révélé une autre. Et il faut bien avoir conscience aujourd'hui que lorsque vous lisez chaque année le rapport du défenseur des droits, systématiquement le handicap c'est la première source de discrimination. Et donc comment effectivement essayer d'arriver à ce que des artistes en situation de handicap puissent avoir un parcours professionnel, diriger des spectacles, diriger des institutions, on n'y est pas encore. C'est une question de combat contre la discrimination, c'est incontestable. Pour vous donner 2 chiffres, on pense qu'il y a à peu près 13% de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il y a 13% dans la population qui se déclare à partir de 15 ans avec un handicap sévère. Je crois que c'est dans notre profession, dans les services administratifs techniques, c'est à moins de 3%, c'est 2,8%. Et l'ARCOM a mesuré que la représentation de singularité à l'écran, en 2022, c'est 1%. Et dans ces 1%, c'est 84% d'hommes, 16% de femmes.
Donc effectivement, il est possible que le handicap soit au carrefour de deux discriminations, hommes-femmes, et discrimination des corps neuroatypiques, des corps singuliers. Et il y a d'autres modèles que le modèle français comme référent ? Oui, on peut dire qu'il y a deux grands modèles. Il y a un modèle anglo-saxon et un modèle français-allemand, on va dire. En Angleterre, la question de la place des personnes en situation de handicap sur scène, elle a été vue à travers les droits civiques. En France, la prise en charge du handicap s'est faite par les politiques sociales, et donc elle se pense aujourd'hui à travers les dispositifs de financement de la vie culturelle. Donc c'est un peu différent, et on peut constater en Angleterre, il y a une avance qui est liée à l'héritage des Jeux Olympiques de 2012, avec la création d'une agence qui s'appelle Unlimited, qui a énormément œuvré à la place des artistes en situation de handicap, surtout handicap physique sur scène, et la naissance d'un dispositif qui s'appelle les Alliés là-bas et qui finance en fait une sorte d'auxiliaire artistique qui vient aider les processus de création à se faire. Un dernier point, c'est qu'à Rennes, on a évoqué une singularité, celle de l'école du TNB, qui a intégré la question du handicap dans l'enseignement. Et est-ce que, pour toi, et je fais le pont avec le chantier tout à l'heure lié aux enjeux de formation, est-ce que les questions qu'on traite là, dans ce chantier-là, ne sont pas des éléments qu'il faut, dès le début, intégrer au processus pédagogique ? Que vous discutiez en France, en Allemagne ou en Corée où j'étais récemment, systématiquement le premier sujet qui émerge, c'est la question de l'accès à la formation. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, dès leur enfance, vont avoir énormément de mal à avoir accédé à l'éducation artistique culturelle, puis au conservatoire, et c'est encore plus difficile d'entrer dans une grande école nationale supérieure, comme ici, ou dans une école des beaux-arts. Et donc, en fait, c'est à cet endroit-là que se joue la plus grosse expérimentation. Il y en a une deuxième qui va être importante pour tout changer, c'est adapter les dispositifs. Il est certain qu'il faudrait une intermittence adaptée, mais il faut aussi imaginer l'évolution de tous les dispositifs de financement de la vie artistique, parce que la loi 2005 a prévu des aides, des compensations pour mettre les personnes en situation de handicap à égalité avec les autres, et donc il faut donner plus aux projets inclusifs. C'est ce qui se passe, je crois, au niveau de l'ONDA. Vous êtes en train de faire évoluer vos dispositifs. Le Centre national du cinéma a été interpellé par les députés qui ont dit financer davantage les films inclusifs. C'est tout l'ensemble de la chaîne de production qui doit intégrer le fait que quand vous travaillez avec des corps singuliers, il faut plus de temps, plus de moyens, plus de durée. Merci beaucoup Thierry. Il y a d'autres enjeux d'égalité, on les a abordés. Sarah Véron, qui est metteuse en scène, qui est aussi, je crois, la première vice-présidente du SNMS. Quand on s'est posé les questions d'égalité, on s'est dit il y a la question de l'égalité territoriale. Ce qui nous a conduit à ouvrir les assises, alors de façon numérique, pas physique, au territoire ultramarin, les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et l'océan Indien. Et comme je le disais en préambule, malheureusement sans Mayotte, puisque la date a été fixée avant la date du cyclone, donc on n'a pas pu entendre les artistes mahorais et mahoraises. Sarah, je sais que tu es très mobilisée sur ce terrain. Quels sont les enseignements majeurs des assises sur cette question des territoires ultramarins, de la continuité territoriale ? Alors, dès le départ, tu le dis, quant au syndicat national des metteurs et metteuses en scène, au niveau de la commission, on a pensé les assises. C'était extrêmement important de décaler aussi notre regard en dehors de l'Hexagone et de ne pas oublier les territoires ultramarins. Pour en avoir discuté lors d'échanges, de travaux, de tournées avec les artistes, c'était important qu'on puisse recueillir réellement leurs paroles maintenant, et que ça soit réellement intégré à ce travail, et notamment au document qui vient d'être édité. Ce qui était assez effectivement surprenant, il y a eu le temps de mettre en place les choses. On s'aperçoit que c'est effectivement des sessions qui ont été en visio, vraiment en bout de course. Donc on a manqué peut-être de temps pour avoir un peu plus d'artistes, mais il y a eu des contributions qui ont été importantes. On s'est aperçu qu'il y avait une grande partie des propositions, une grande partie des problématiques qui étaient identiques à celles de l'Hexagone, environ 70-75%, et une part qui était vraiment spécifique à ces territoires.
et notamment, évidemment, on va le penser tous, sur l'éloignement géographique. Ça, c'est évidemment, ça c'est évident, tout le monde y pense. Par contre, on a appris effectivement qu'il y avait des gros problèmes sur la formation, puisqu'en fait, sur place, il n'y a pas de formation, quasiment peu ou pas soutenue. Et donc ça, c'est un réel problème, notamment pour à la fois la transmission et également peut-être pour des questions de droit culturel aussi, d'accès à la culture, si effectivement sur place, ça s'appauvrit dans la formation. Et donc l'obligation de devoir venir dans l'Hexagone pour se former, pour accéder à la formation professionnelle. Sarah, formation artistique et technique et de gestion. Absolument. Dans les 3 domaines. Dans les 3 domaines, avec effectivement un déficit énorme sur le personnel encadrant. On parlait effectivement de l'artiste qui fait un petit peu tout. Là-bas, il y a quasiment pas de producteurs, de diffuseurs. Enfin, c'est vraiment, il y a des métiers qui sont quasiment absents. Donc voilà, c'est important de le noter. Et puis la dernière chose, ça serait peut-être aussi sur les dossiers, sur un certain nombre de référents ou d'indicateurs qu'on a sur l'Hexagone, sur un certain nombre de caractéristiques qui sont différentes en fait dans les territoires ultramarins, et on leur demande la même chose en fait. Donc il y aurait adapté en fonction des situations, adapter un certain nombre de dossiers, de demandes pour que ce soit spécifique, au territoire et leur donner plus de chances. Une adaptation des normes en quelque sorte. Ça pourrait être ça, une adaptation des normes. Ouais. Là, avec le tiraillement, puisqu'on a fait les visions ensemble, Sarah, avec le tiraillement, d'être à la fois dans une logique de proximité sur les territoires, et en même temps de proximité avec le pays, c'est-à-dire de venir aussi dans l'Hexagone, et toutes les complexités que ça représente, en termes pas uniquement économiques, certes en termes économiques, mais aussi en termes de stratégie, de projets artistiques. Donc c'était vraiment essentiel qu'on les entende à cet endroit. Et quand tu parles de projet, c'est aussi ce qu'on entendait aussi de leur part, et qu'il faut qu'on entende. C'est parfois l'impression, pas d'un mépris, mais peut-être de ne pas être réellement considéré. C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'effectivement les programmateurs, ils ne regardent pas de ce côté-là. Le travail de ces artistes, ça ne les intéresse pas vraiment. Et donc c'était vraiment ce sentiment-là, un petit peu de subir encore à nouveau une espèce d'invisibilité. Donc voilà, il y avait cette demande peut-être d'avoir un lieu plus visible, peut-être sur Paris, mais au-delà de ça, de ne pas non plus être stigmatisé dans un endroit, de pouvoir être vraiment présent dans des programmations, au même titre que n'importe qui en fait, pour ne pas être stigmatisé. Voilà. Merci Sarah. On a dans la synthèse de Marie-Pierre Bureau entendu qu'il y avait un sujet qui agitait un peu tout le monde, qui est celui de la question des quotas. Donc Eva Dobiasek va répondre sur ce terrain. C'est pas simple cette question-là. Qu'est-ce qu'on traite? On traite de la question de la diversité. Ça a été déjà un sujet sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. S'agissant de la diversité sur les plateaux, on est quand même très très loin du compte dans ce pays. Quelle qu'elle soit. Eva Doumbia, metteuse en scène, auteure. Autrice. La question des quotas, c'est une bonne question? Oui, c'est une bonne question. Quand on a fondé le collectif Décoloniser les arts en 2015, on faisait de manière complètement illégale, on comptait, on regardait les programmes des théâtres et on comptait les personnes racisées dans les distributions. Et puis comme je fais vite, en fait, je ne vais pas expliquer comment on faisait vraiment, mais en fait, on le faisait. Et puis, on regardait aussi les personnes, le nombre de personnes issues de ce que vous appelez la diversité, que moi j'appelle l'immigration postcoloniale, dans les directions de spectacles et les directions. Donc, en fait, paradoxalement, alors qu'on a avancé à un moment donné, alors moi, maintenant, je compte plus parce que en fait, on s'est un peu fatigué de tout ça, mais néanmoins, on peut constater qu'il y a un recul qui est associé avec ce dont on parlait tout à l'heure, la montée de l'extrême droite, puisqu'il y a une censure aussi, une autocensure de la part des artistes et aussi des institutions. Alors moi, je suis effectivement pour les quotas, pour qu'on arrive à quelque chose de plus égalitaire. Il y a environ 30% de la population française qui n'est pas blanche, donc ça serait intéressant qu'il y ait 30% de la population française qui soit représentée. Mais il y a aussi, je crois, d'autres sujets
je vais faire vite, hein. Il y a d'autres sujets qui sont l'incitation dans les formations, c'est-à-dire qu'il y a des efforts conséquents qui sont faits dans les écoles nationales supérieures chez les interprètes. Chez les créateurs, c'est beaucoup moins évident. Et en fait, là, je sais pas, j'ai pas mes lunettes, mais je pense que je suis la seule personne noire de l'assistance. Ah, super. On est deux. Donc ça veut dire qu'on est deux. Je sais pas combien on est, mais ah, ok. Donc on est quand même pas beaucoup. Donc je vais mettre mes lunettes tout à l'heure. Mais donc en fait, on est très peu à pouvoir avoir les moyens de production. Et je pense que l'intérêt, je pense que ça serait très intéressant qu'on soit plus nombreux, puisqu'on arrive avec des récits différents. Et ça, c'est intéressant, notamment quand on aborde des questions historiques. Moi, je le constate tout le temps, chaque fois que j'arrive dans des groupes où il y a des jeunes, en fait, avec les problématiques que nous abordons, évidemment, en fait, il y a de jeunes qui disent « Ah, enfin, ça parle de ça ». Et puis aussi, parce qu'on arrive aussi avec des esthétiques différentes, puisque arrivant d'autres cultures, et en fait, on peut aussi métisser nos cultures d'origine avec les cultures plus classiques occidentales. Je voudrais quand même juste dire une chose. Moi, je suis un peu gênée chaque fois qu'on parle de convergence des luttes, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de ça. Il s'agit de considérer toutes les différentes discriminations, parce que évidemment, si on parle de diversité, on est obligé de parler de discrimination. Donc, en fait, moi, ça me semble légèrement problématique de parler de cette place-là, puisque ça veut dire qu'en fait, on a encore un regard surplombant, masculin et blanc, qui dit, en fait, il faut qu'on donne un peu des miettes aux autres populations. Donc ça, c'était pour moi, hein, vous l'avez compris. Non, mais c'est pas une attaque en vérité. C'est que je voudrais qu'on réfléchisse un peu différemment, qu'on décentre les regards, parce que évidemment que la question du handicap, elle est nécessaire. Je pense qu'ici, c'est pas accessible, par exemple, au conservatoire. Moi, je travaille notamment avec une artiste handicapée. En fait, je regarde tout le temps si elle peut venir ou pas. Il me semble que c'est pas accessible. L'école du Nord, qui est quand même une des écoles les plus... et puis, pardon, David, de parler comme ça, alors que... mais c'est quand même une des écoles les plus progressistes. En fait, elle n'est pas accessible, en fait, pour les personnes qui sont en fauteuil. Et c'est important, en fait, d'avoir aussi en tête que toute la population, c'est vraiment une question d'égalité plus que de convergence des luttes. Merci. Mais Eva, il y a une chose peut-être à préciser. On est ici aux Assises nationales de la mise en scène. Et la question qu'on a posée, nous, c'est celle de la responsabilité des metteurs en scène. On l'a posée vis-à-vis de tout un tas de sujets, dont celui-ci, y compris sur l'écologie, etc. Je crois que d'ailleurs, dans ta synthèse, Marie-Pia, il y a une petite partie sur la notion de responsabilité, comment elle est vécue par ceux que tu as entendus. La réponse à ce que tu dis, c'est aussi que les metteuses et metteurs en scène s'emparent de cette question. Ça passe par la formation, mais ça passe aussi par des choix esthétiques, des choix de projets. Mais il faut aussi que les metteurs en scène arrivent des différents quartiers. Effectivement, il y a la question territoriale, c'est-à-dire qu'il faut inciter aussi à des personnes qui ont des choses à dire et qui ont... il faut que quand on est, je sais pas moi, en atelier, qu'on repère... moi ça m'est déjà arrivé de repérer quelqu'un qui était au plateau, de lui dire je crois que tu es plutôt metteur ou metteuse en scène, et quelqu'un qui arrive de ce que vous appelez la diversité pour raconter des histoires, parce qu'en fait moi je l'ai vécu, se dire metteur en scène, se dire auteur ou autrice, c'est quand même un choix qui est, c'est quand même il faut passer plusieurs étapes de se dire j'ai le droit de le faire. Il y a un syndrome d'imposture. Moi, je me sens pas du tout impostrée. Non, mais j'écoute, hein, donc non, je non, réagis. mais il y a une question, mais effectivement, de se dire, je vais travailler, par exemple, je vais enseigner au conservatoire, c'est pas quelque chose qui est facile, en fait, parce que souvent, ça s'associe aux questions d'origine ethnique, aussi la question sociale. Et c'est important aussi de se le dire, parce que oui, je pense qu'il faut aussi... et là, c'est peut-être au niveau aussi des écoles et puis des institutions, pouvoir inciter des gens qui n'iront pas forcément vers la mise en scène alors qu'ils ont énormément de choses à dire. Souvent, ils écrivent. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on est seul dans l'écriture. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'inciter dans les formations à la mise en scène, qui sont très peu nombreuses en France, c'est un autre sujet, des personnes dites racisées à pratiquer ce métier. Merci. Irène Basilis, je vais me
planté sur le titre « Haut fonctionnaire », mais tu vas le donner. Si, c'est important parce que le titre décrit précisément le champ de ta responsabilité. Quand on a commencé à discuter avec le ministère de la Culture, il y a une question qui a été assez directe, ça a été « c'est quoi les livrables ? À quoi ça sert ?» Et donc, quand on s'est dit « oui, effectivement, il faut qu'au terme des assises, il y ait une production de contenu », c'est fait, une production d'action, c'est encore à faire, et puis des propositions plus précises, écrites. Et donc, dans ces propositions, l'idée d'une charte de déontologie est arrivée en disant c'est un livrable des assises. En tout cas, c'est un chantier à construire. Et donc, en ayant écouté une partie de nos débats, ce qui a été dit auparavant, est-ce qu'on peut compter sur le ministère pour valider l'idée d'une charte de déontologie et l'idée, je dis bien, et participer au travail de sa rédaction? Eh bien, merci de m'avoir invité. Je sens que ça va être intéressant. Alors, sur une charte de déontologie, c'est bien. Moi, j'insiste quand même sur la responsabilité. C'est-à-dire que je ne sais pas quel sujet est abordé ou sera abordé dans cette charte de déontologie. Ce que je sais, c'est que la diversité, c'est un mot valise et qu'il faut éviter de l'employer dans tous les sens, parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus de sens. Ce qui a un sens, c'est les discriminations qui sont bien cernées, énoncées dans la loi. Elles sont au nombre de 26, et donc il y a des discriminations sur lesquelles, effectivement, des mesures ou des actions ou des chartes peuvent être assez facilement rédigées. Encore faut-il quand même savoir d'où on part, c'est-à-dire qu'en général, il faut faire un diagnostic quand même de où on en est par rapport à telle ou telle discrimination pour pouvoir dire quelque chose de ça. Je signale quand même que dans la loi, les discriminations sont vues à l'endroit de l'accès aux services publics, quand même beaucoup. L'accès à l'emploi en fait partie, évidemment, aussi. Mais du coup, je pense qu'il faut quand même bien savoir comment on travaille par rapport à ces questions discriminantes. Et du coup, ne pas toujours associer la diversité avec un seul des critères de discrimination. Et par ailleurs, éviter d'employer ce mot si on ne sait pas exactement comment on peut identifier et traiter ce dont on parle. Donc ça, c'est une petite parenthèse et c'est pas du tout pour être uniquement sur l'aspect réglementaire, mais je pense que c'est quand même important parce que ce mot diversité, il est quand même employé, excusez-moi, un peu à tort et à travers. Mais en fait, il y a quand même l'idée, effectivement, de savoir comment on permet l'égalité d'accès. Alors l'égalité d'accès, sans doute à la formation, sans doute à l'exercice d'un métier, sans doute à l'accès à des moyens aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses très tangibles qui peuvent être sans doute très concrètes aussi dans le métier de la mise en scène. Après, quand on parle de charte, moi je parle de responsabilité parce que si on parle par rapport à la question de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et si on parle de la nécessité de lutter contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes, je pense qu'il faut éviter de reporter la responsabilité sur d'autres. Les employeurs ont une responsabilité dans ce domaine de la lutte contre les VHSS. Il ne faut pas toujours dire « oui, mais en fait, il y a une plainte, oui, mais en fait, la justice, oui, mais en fait, la chose n'est pas jugée, la présomption d'innocence ». Il n'y a pas de présomption d'innocence dans le droit du travail, en fait. Donc l'employeur, dans le droit du travail, il est tout à fait responsable de faire en sorte que des conditions soient établies pour ce cadre de travail en respectant la sécurité des salariés et en évitant la reproduction de faits graves. Donc, à partir de là, il y a une responsabilité qui est très claire. C'est un employeur public ou c'est un employeur privé, c'est du droit administratif, c'est du droit du travail, mais c'est très clair. Mais la responsabilité est engagée du collectif. Et donc, ce n'est pas seulement l'employeur ou le ministère de la Culture ou la ville de X ou le ministère de Y qui doit s'y coller. C'est-à-dire que c'est une responsabilité collective. Et chacun et chacune est capable, à un moment donné, de dire « stop, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ça n'est pas possible ». D'abord parce qu'il y a du droit pénal derrière beaucoup d'infractions qu'on a tendance à minorer, et ensuite parce que c'est parce que le collectif est confiant et qu'il est actif que ces violences et harcèlements sexuels et sexistes cesseront. Ensuite, on sait très bien qu'il y a des phénomènes et qu'il y a des situations plus à risque. On sait très bien qu'il n'y a pas que dans la culture que ces situations existent, mais ces situations
existe dans un cumul de circonstances qu'on connaît parfaitement dans la culture. Donc, sans stigmatiser un secteur plus que l'autre, d'ailleurs, parce que justement, le périmètre qui est le mien n'est pas seulement celui de la création, il est aussi évidemment à l'échelle du ministère de la Culture, tourné vers le patrimoine, vers les industries culturelles, vers un certain nombre, y compris l'enseignement supérieur dans le domaine de la culture. Donc, à tous ces endroits-là, il est nécessaire de prendre la mesure de ce problème systémique, j'ose le dire quand même. Et je pense que si on veut renverser les choses et si on veut, à un moment donné, permettre aussi la prise en compte d'autres types de discrimination et d'autres problématiques, qu'elles soient d'origine sociale, qu'elles soient d'origine géographique, qu'elles soient aussi liées à des corps différents et à des approches différentes et à des façons d'être au collectif différents, je pense qu'il faut quand même qu'on commence par balayer devant cette porte-là. Une précision quand même, la réflexion qui est menée sur la déontologie ne touche pas qu'à la question des discriminations. Absolument. Elle touche aussi à l'exercice de l'autorité. Oui. Donc, dans le champ d'investigation, il y a aussi qu'un metteur en scène, une metteuse en scène est souvent en situation d'autorité. Alors, ça peut se discuter du démiurge. D'autorité et de pouvoir. Il y a un très bon rapport qui a été rendu au gouvernement il y a 2 mois de ça. Oui, il y a des modalités différentes de travail dans les équipes. C'est pas systématiquement non plus difficile. Hein. Ne dressons pas un portrait noir de la question de la position des metteurs en scène, je veux dire. Mais en tout cas, à défaut d'être employeur, l'autorité, elle s'exerce. En tout cas, l'arbitrage s'exerce. Et donc, ça a été dit par beaucoup d'intervenants, je parle sous ton contrôle, Marie-Pia, mais il me semble que beaucoup d'intervenants ont dit que la question des relations humaines au sein d'une équipe, la gestion de ces relations humaines, faisait aussi partie d'une déontologie à construire. Mais pour répondre en partie à ta question, pourquoi pas vous accompagner sur la rédaction de cette charte? J'ai quand même, il me semble, et je dis je, mais je parle pour le ministère de la Culture, et je pense que la délégation théâtre et aux arts associés, évidemment, mais peut-être d'autres personnes du ministère seraient quand même intéressées pour voir de quoi il retourne. C'est-à-dire qu'en fait, le ministère n'est pas là pour réglementer la profession. Je crois que c'est très clair. C'était pas le sens de la question. Donc je pense que quelque chose vienne de la profession en termes de déontologie, c'est extrêmement fort. Donc c'est difficile de dire oui, bon, ben, c'est bien, mais restez entre vous. C'est extrêmement important pour le ministère de la Culture, à mon sens, et aussi pour le signe que ça peut donner. Comme tu le soulignes, effectivement, il ne faut pas noircir le tableau, mais cette question d'exercice du pouvoir et donc de l'autorité et de l'abus possible dans les 2 cas, elle s'exerce à d'autres endroits du jeu. Donc je pense que donner un signe à un moment donné d'un travail et d'une façon de poser les questions et le problème est extrêmement important. D'accord. Pour être tout à fait complet, les personnes qui se sont exprimées ont aussi parfois que ça s'adresse à leur endroit dans leur discussion avec la tutelle. Mais alors ça, je suis complètement d'accord que l'exercice du pouvoir n'est pas toujours au même endroit. L'exercice du pouvoir n'est pas uniquement dans la posture du metteur en scène, mais bien dans son rapport aussi au système. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu d'avance, mais ça nous arrange pour pouvoir tenir le planning. Sauf si tu veux rajouter quelque chose, Marie-Pia, ou un dernier commentaire rapide. Mais je pense qu'on a bien... Oui, Thierry, mais alors très court. Très court, je pense que la question de la formation des acteurs sur ce sujet est extrêmement importante à toutes les échelles. Et ce soit sur la question de la parité comme sur la question des personnes en situation. C'est évident, et d'ailleurs c'est symboliquement signifiant que nous fassions cette synthèse au conservatoire. C'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'on pense que les questions de formation sont essentielles avec tous les enjeux que vous venez d'évoquer. Un grand merci à vous, et on va enchaîner.